L'ancien vice-président des États-Unis, Richard Nixon, a été longuement reçu en audience par le président Mobutu, assisté du ministre Bomboko. C'est vraiment avec le sourire de la conviction que M. Nixon a félicité le chef de l'État pour ses accomplissements. En signant le livre d'or, M. Nixon a entériné ses appréciations élogieuses à l'égard de notre président, avec lequel il s'est plu à poser pour les photographes. Il y avait foule à l'aéroport de Njili lors du départ du vice-président Nixon. L'ambassadeur Bavassa, chef du protocole des affaires étrangères, l'avait accompagné jusqu'à l'avion et le chargé d'affaires des États-Unis à Kinshasa, M. Beck, lui a renouvelé les flatteuses déclarations de l'homme d'État américain. D'origine nigérienne, M. Djermokoye, sous-secrétaire aux Nations Unies, a été accueilli à Kinshasa en leur nom par M. Delcoigne et par les citoyens Ngambani et Batumbo, chargés du protocole aux affaires étrangères. M. Djermokoye est venu s'enquérir sur place des résultats de la récente conférence de l'ONU sur la décolonisation. On peut dire du référendum constitutionnel qu'il a été le plus bel exemple de démocratie en action dans tout le pays et de sa maturité politique. Ici, Bunia, et c'est oui massif comme partout. Ici, Kisangani, où le premier bourgmestre Ngoye, assisté de ses collaborateurs, procède au dépouillement. Les oui dépassent les 9/10 et pourtant la plupart des électeurs étaient d'anciens Simba. Et ici, Lubumbashi, qui donna le ton à tout le Katanga, votant oui à de très rares exceptions près. Sur l'ensemble de la province, 99% des électeurs se sont en effet prononcés en faveur de la nouvelle constitution révolutionnaire et exprimé leur indéfectible attachement au nouveau régime. Ainsi donc, malgré certaines vaines manœuvres, les Katangais, comme tous les autres Congolais, ont opté pour la consolidation d'une réelle indépendance et la pérennité des institutions assurant au Congo la paix dans le progrès. Au terme du référendum à Kinshasa, le citoyen Mavungu, président local du MPR, a remercié les autorités de la capitale pour leur parfaite organisation matérielle des élections et leur collaboration franche et sincère qu'il souhaite durable. On remarquait parmi les invités la citoyenne Maya Kapongo du directoire MPR et les colonels Efomi et Kantu, gouverneurs adjoints de la ville, ce dernier exprimant les mêmes souhaits en cette qualité. L'aérogare international de Montréal a vu l'arrivée au Canada de notre ministre du Commerce extérieur, Jean-Marie Kititoa, chargé par le président Mobutu de mener à bonne fin la représentation congolaise à l'exposition universelle. Notre chargé d'affaires et commissaire général à l'Expo 67, le citoyen Charles Sumbu, avait accueilli notre ministre qu'il guida dans le dédale d'intense circulation de Montréal, une ville de près de 3 millions d'habitants qui s'est internationalisée et modernisée en peu d'années. Parti de là, le ministre Kititoa n'a pas manqué de rendre visite à notre ambassade d'Ottawa, où il félicita notre actuel chargé d'affaires et ses collaborateurs pour les efforts qu'ils déploient afin de faire mieux connaître les activités de nos concitoyens et les représenter dignement dans ce grand pays d'avenir qu'est le Canada. Six jours ont suffi à Israël pour foudroyer les forces armées arabes en Égypte, en Jordanie et en Syrie. Si rapide fut le dénouement du conflit que l'on ne peut en dresser qu'après coup le bref panorama. Et d'abord la maîtrise de l'air, acquise dès les premières heures par l'aviation israélienne, attaquant à basse altitude les concentrations arabes.
Puis la mise en déroute de celle-ci par les blindés israéliens opérant à vive allure dans le Sinaï, jusqu'au canal de Suez et jusqu'à la forteresse de Sharm el-Sheikh, qui fut à l'origine du conflit, abandonnée sans combat à 3 vedettes israéliennes lance-torpilles venues forcer le blocus du golfe d'Aqaba. L'aéroport jordanien de Jérusalem neutralisé et l'ancienne cité sainte conquise au corps à corps afin de respecter les monuments sacrés. Dans cette tourmente, le souci d'épargner les enfants. Témoignage aussi de fuites accélérées dans les rangs arabes, du prix douloureux des combats, du si grand afflux de prisonniers qu'on préféra les libérer en les ramenant chez eux. Les voitures de l'ONU abandonnées près de leur dépôt. Des pillards fusillés sommairement. Des centaines d'avions arabes détruits au sol. Et tout cela en 6 jours. Le ministre de la Défense nationale israélienne, Moshe Dayan, et le général commandant en chef, Yitzhak Rabin, ne pouvaient manquer de survoler les champs de bataille. Celui du Sinaï, vu d'hélicoptère, est un incroyable cimetière de tanks et véhicules égyptiens qui s'étend à perte de vue. Jamais encore pareille hécatombe n'avait été enregistrée et le problème de milliers de soldats égyptiens errant dans le désert était atroce. Contraste d'intenses émotions spirituelles, dès la libération de Jérusalem, le Premier ministre Eshkol se rendait auprès des représentants des cultes, chrétiens, judaïques et musulmans, gardiens des lieux saints de ces 3 religions, pour les assurer du libre exercice de leur mission. Et puis, ce pèlerinage au mur des lamentations, interdit aux Juifs depuis tant d'années. La Sainte Torah y fut vénérée pour la première fois. Et l'on vit Moshe Dayan, selon la tradition, glisser entre les pierres du mur sacré une formule d'action de grâce pour l'éclatante victoire d'Israël et de vœux pour que l'avenir de l'État israélien soit désormais assuré dans la paix. La guerre d'Israël est finie sur le terrain, y laissant la désolation et la mort. C'est maintenant le tour de la bataille diplomatique qui ne fait que débuter. Autre guerre, bien moins connue celle-là, et qui pourtant se livre depuis 20 ans face à la Chine communiste à partir de l'île de Quemoy. Mais les obus sont chargés là-bas de journaux et revues édités par le gouvernement nationaliste de Formose. La Chine continentale n'est qu'à 3 kilomètres. Quemoy, à portée des canons adverses, n'en poursuit pas moins ses activités habituelles et les tout-petits y connaissent encore l'insouciance des jeux. Mais la guerre de Quemoy est celle de la radio et des haut-parleurs. Celle aussi des ballonnets qui contiennent des pamphlets de propagande anticommuniste. Par vent favorable, ils porteront les messages nationalistes à la Chine de Mao Tse-tung. D'autres ballons seront chargés de cadeaux en vivres et vêtements fort appréciés par les Chinois d'en face. Ah, si toutes les guerres pouvaient se mener ainsi, à coups de cadeaux.